J'ai la charge ce matin d'expliquer à cette tribune les raisons pour lesquelles le groupe socialiste ne s'associera pas à la motion de censure de nos collègues de la France insoumise. Je dis la charge parce que les règles de la censure n'arrachant à leur circonscription un vendredi matin que ceux qui vont la voter, je suis conscient de m'adresser à un auditoire hostile. Mais au lendemain d'une vingtaine de cérémonies de vœux dans une circonscription représentative des diversités françaises, j'ai aussi la conviction que ce que je vais dire ici est largement compris et partagé dans le pays. La première chose que je voudrais rappeler ce matin, c'est que la censure n'est ni une routine ni un jeu. Nous ne sommes pas sortis de la Ve République en juillet dernier au point de revenir dans les républiques précédentes où des mouvements d'humeur parlementaire pouvaient faire tomber les ministères dans l'indifférence générale. Dans la France de 2026, tous les corps intermédiaires et tous les citoyens ressentent la nécessité d'un pouvoir exécutif solide et stable, capable de prendre des impulsions, capable de prendre des décisions, d'agir et de protéger la nation face au désordre du monde. Dans la France de 2026, un gouvernement qui tombe, c'est une crise politique. C'est un traumatisme amplifié et exacerbé par les chaînes d'information continue. Et cette crise est évidemment redoublée si, à l'absence de gouvernement, s'ajoute l'absence durable de budget. Personne ne peut sérieusement croire que nous pouvons vivre une année entière sous l'empire d'une loi spéciale qui peut certes permettre de payer les fonctionnaires, mais qui n'offre aucun cadre juridique pour répartir les dotations, les subventions et financer les mesures nouvelles dont chaque année nous avons besoin. Pour priver la France de 2026 de gouvernement et de budget, il faut donc des raisons sérieuses. Des raisons sérieuses, il est arrivé aux socialistes d'en avoir et de les partager avec d'autres ici. À celles et ceux qui ont la mémoire courte ou qui ironisent volontiers sur notre main tremblante, je rappellerai que nous avons contribué à faire tomber 2 gouvernements en 18 mois, dans des périodes où les rumeurs et les chantages à la dissolution n'allaient pas moins bon train qu'aujourd'hui. Nous avons fait tomber Michel Barnier en décembre 2024 parce que sa nomination même et sa complaisance à l'égard du Rassemblement national nous sont apparus comme une négation du Front républicain. Nous avons fait tomber François Bayrou en septembre 2025 parce que son inaptitude avérée au dialogue, teintée de condescendance méprisante à notre égard, exigeait de mettre un point final à cette 2e erreur de casting. Au rebours de ses 2 prédécesseurs, le nouveau Premier ministre, lui, a reconnu que la France n'aurait de budget au tournant de l'année que si ceux-ci portaient désormais aussi la marque des idées et des attentes des forces politiques et des électeurs de gauche. Le renoncement à utiliser le 49.3 pour imposer les copies gouvernementales initiales a constitué une rupture méthodologique majeure. Il a donné une portée effective aux discussions menées dans cet hémicycle et en dehors de lui pour modifier ces copies initiales. Alors, le recours au 49.3 sur la copie finale du PLF, rendu nécessaire par la conjonction des votes hostiles à toute idée même de budget négocié, est de ce point de vue dommageable. Mais elle n'annule pas rétrospectivement le bénéfice de la démarche de correction parlementaire de ce budget. Peut-être avons-nous vu émerger au passage une version plus intelligente du parlementarisme rationalisé dont gagneront à s'inspirer les futurs présidents et futurs premiers ministres, même lorsqu'ils disposeront à nouveau de majorité. De fait, la combinaison des votes et des négociations nous a permis d'introduire des inflexions substantielles dans les 2 textes budgétaires de l'année 2026. Nous avons suspendu la réforme de retraite. Ce n'est certes pas l'abrogation pour laquelle nous nous étions battus, mais quelle meilleure preuve d'utilité de leur vote pouvions-nous apporter à ceux qui nous ont fait confiance en juillet 2024 que d'avoir réussi à ébranler ce totem absolu de l'ère macroniste et d'avoir ainsi réouvert le débat pour la présidentielle. Nous avons effacé le spectre de l'année blanche en réindexant l'ensemble des prestations et des barèmes sur le coût de la vie. Il ne me paraît pas inutile de rappeler ici que grâce au combat que nous avons mené et aux antipodes des intentions initiales de Matignon et Bercy, personne dans les classes populaires et moyennes de ce pays ne verra son budget, son pouvoir d'achat diminuer en 2026 du fait de ce budget.
En obtenant au contraire une revalorisation importante de la prime d'activité, nous avons contribué à ce que la revendication d'une meilleure rémunération du travail, centrale depuis le mouvement des Gilets jaunes, trouve une traduction concrète pour les travailleurs les plus modestes dans ce budget. Nous avons donné une traduction budgétaire concrète au combat historique de la gauche pour le repas étudiant à 1 €. Alors que cette Assemblée est parfois gagnée par le backlash écologique, nous avons obtenu la relance très attendue de la prime Rénov'. Nous avons empêché l'application aveugle du coup de rabot dans les domaines essentiels de la santé, du logement social, de l'économie sociale et solidaire, de l'insertion par l'activité économique ou encore de l'éducation. Alors, ces corrections font-elles du PLFSS et maintenant du PLFSS des textes socialistes? Assurément non. L'écart demeure tangible entre ce budget et celui que nous avions présenté à notre université politique de rentrée. Dans un hémicycle où le Rassemblement national joint ses voix à celles de la droite pour épargner les intérêts des plus fortunés, nous avons, il est vrai, perdu la bataille emblématique de la taxation des plus hauts patrimoines. Et je regrette, Monsieur le Premier ministre, que vous n'ayez pas eu de votre côté le courage politique d'imposer la moindre concession sur ce sujet à vos amis, alors pourtant que l'opinion publique réclame avec nous la justice fiscale la plus élémentaire. Mais ce budget est-il pour autant encore le budget macroniste que nous nous apprêtions à censurer lorsque François Bayrou a choisi en septembre de précipiter sa chute? Assurément non. Avec sa surtaxe maintenue sur les très grandes entreprises, avec la réindexation des barèmes et des prestations sur le coût de la vie, avec les hausses de crédit que j'ai évoquées, il est devenu un budget de compromis où chacun peut trouver la trace de ses défaites et de ses victoires. Dans un contexte où le tripartisme pourrait d'ailleurs différer plus longtemps que vous ne le pensez le retour des majorités absolues, il se pourrait bien que les semaines que nous venons de vivre aient constitué les premiers pas nécessaires dans l'apprentissage collectif de la culture des concessions réciproques à laquelle 7 décennies de monarchie républicaine ne nous avaient pas préparés. Alors, dans ce contexte, quel est maintenant notre devoir? Notre devoir est de prendre en considération la demande majoritaire du pays de clore maintenant la séquence budgétaire. Comme l'an passé, à la même date, nous faisons face à l'impatience légitime de tous ceux qui ont besoin de connaître les projections de l'État pour déterminer les leurs. Mais s'y ajoute désormais l'immense lassitude de l'opinion, tout milieu et toute sensibilité politique confondue, à l'endroit d'un débat budgétaire que la complexité des procédures et la répétition infinie des mêmes controverses semblent rendre interminable. Lassitude qui rejoint peut-être celle d'ailleurs d'une vie politique et médiatique entièrement focalisée sur la mise en exergue permanente des conflits et des contradictions. S'y ajoute enfin l'angoisse engendrée par les dérèglements de la scène internationale et qui amène à percevoir la prolongation de notre controverse budgétaire comme un luxe inutile. À cette impatience, cette lassitude, cette angoisse, nous ne nous sentons pas le droit d'opposer nos inconforts et nos tropismes militants. Puisque le pays réclame maintenant un budget et que ce budget est désormais passable, nous le laisserons passer, en ne joignant pas nos voix à une censure coûteuse et dépourvue de bénéfices immédiats pour celles et ceux que nous prétendons défendre. Car tel est le point que je voudrais souligner pour conclure. Chers collègues, ce qui se joue aussi à travers cette affaire budgétaire, c'est une réponse à l'éternelle question « à quoi servons-nous » Demain, parce que des députés de gauche ont accepté de négocier, des étudiants qui font aujourd'hui la queue à la soupe populaire pourront bénéficier du repas à 1 €. Demain, parce que des députés de gauche ont accepté de négocier, des femmes qui élèvent seules leurs enfants avec des petits salaires pourront voir leur pouvoir d'achat augmenter de 900 € par an. Que pouvons-nous proposer de mieux à ces étudiants et ces femmes? Une motion de censure conduisant peut-être à une dissolution, conduisant elle-même à des élections législatives qui, à défaut d'amener tout de suite une majorité absolue de gauche, créeront peut-être une nouvelle crise, obligeant peut-être le président à démissionner, provoquant une élection présidentielle qui sera peut-être remportée par un candidat de gauche qui, après une nouvelle dissolution, disposera peut-être d'une majorité absolue et pourra peut-être augmenter un peu plus les bourses des étudiants et les revenus de cette femme. Je respecte les collègues qui portent ce type de raisonnement. Ils s'inscrivent dans une tradition bien connue de la gauche qui mise sur l'approfondissement des contradictions pour faire advenir les grands soirs. Mais je préfère la nôtre, celle du socialisme démocratique qui inscrit sa volonté de transformation sociale dans le monde tel qu'il est
et qui cherche des chemins et des voies pour offrir ici et maintenant des avancées aux classes populaires et moyennes que nous sommes censés défendre. Alors oui, chers collègues, les déchaînements, les procès, les apocalypses électorales dont nous allons être menacés sur les réseaux sociaux n'y changent rien. Ce matin, nous choisissons de mettre un point final à cette discussion budgétaire, sans enthousiasme, sans lyrisme, mais sans honte, sans culpabilité, avec la satisfaction d'avoir fait notre travail d'hommes et femmes de gauche, d'avoir entendu l'appel du pays, d'avoir essayé, en bref, d'être fidèle à ce qu'un peuple peut attendre de ses élus dans une démocratie représentative digne de ce nom.